Au cours de ce premier chapitre portant sur l'histologie, c'est-à-dire l'étude des tissus, nous allons suivre le plan suivant. Commençons d'abord par quelques généralités. Les épithéliums constituent un groupe de tissus variés. Ils revêtent ou bordent la totalité de la surface du corps humain et de ses cavités. Ils forment des interfaces entre l'extérieur et l'intérieur de l'organisme et entre les différents compartiments biologiques. Ils sont organisés en feuillets d'une ou plusieurs couches de cellules qui reposent sur une lame basale, les séparant du tissu conjonctif sous-jacent. Cette lame basale n'est en général pas traversée par les vaisseaux. Les épithéliums sont donc dépendants des tissus conjonctifs environnants, à partir desquels diffusent l'oxygène et les métabolites indispensables aux cellules. Les cellules épithéliales sont étroitement jointives grâce à la présence de diverses spécialisations membranaires appelées jonctions cellulaires, qui permettent aussi de réguler les échanges de métabolites et d'informations. Les épithéliums sont impliqués dans de nombreuses activités comme la diffusion sélective, l'absorption, la sécrétion, la protection physique, le maintien de l'intégrité du corps, sachant qu'un même épithélium peut avoir plusieurs activités. Les épithéliums peuvent dériver embryologiquement de l'ectoderme, de l'endoderme ou du mésoderme. Par exemple, l'épithélium de la peau, l'épiderme, dérive de l'ectoderme. L'épithélium tapissant le tube digestif dérive de l'endoderme. L'endothélium et le mésothélium dérivent du mésoderme. Il existe deux types d'épithélium. Les épithéliums de revêtement recouvrent la surface du corps et des cellules épithéliales sont des cellules polarisées. Elles possèdent une face basale située au pôle basal et qui repose sur le tissu conjonctif sous-jacent par l'intermédiaire d'une lame basale. À l'opposé de la face basale se situe la face apicale, partie la plus spécialisée de la cellule, très variable d'un épithélium à un autre et en général la plus significative de la fonction d'un épithélium donné. Barrière, absorption, sécrétion par exemple. Suivant les cas, cette face apicale peut être à la surface du corps ou au contact de la lumière d'une cavité naturelle ou d'un vaisseau. Nous allons à présent voir la classification des épithéliums. Cette classification est basée sur trois critères. Le nombre de couches cellulaires, ainsi un épithélium simple ou unistratifié comporte une seule couche de cellules. Un épithélium pluristratifié ou stratifié est formé de plusieurs couches cellulaires. La forme des cellules de la couche la plus externe, qui peut être pavimenteuse, cubique ou cylindrique, et la présence de spécialisations de surface comme les cils ou la kératine. Les épithéliums unistratifiés ou simples sont constitués d'une seule couche de cellules. On les trouve donc au niveau de surface impliquées dans la diffusion sélective, l'absorption et ou la sécrétion. Ils ne présentent qu'une faible protection contre l'abrasion mécanique. L'épithélium pavimenteux simple, appelé autrefois squameux, le terme squamous est d'ailleurs toujours utilisé en anglais. Ce type d'épithélium est composé de cellules aplaties de forme irrégulière. Le noyau fait saillie à la surface, les cellules sont juxtaposées et forment un pavage. Ces épithéliums sont impliqués dans le transport passif, par diffusion, ou actif, par pinocytose, de gaz ou de liquide. On les trouve au niveau de l'alvéole pulmonaire,
des parois des capillaires sanguins, ils prennent alors le nom d'endothélium, et du revêtement des cavités pleurales, péricardiques et péritonéales, ils prennent alors le nom de mésothélium. On les trouve aussi au niveau de certaines régions du tube urinifère du rein ou encore des canaux excréteurs les plus fins. L'épithélium cubique simple est composé de cellules de hauteur et de largeur à peu près égales, avec un noyau arrondi central. On le trouve bordant les petits canaux à fonction d'excrétion, de sécrétion ou d'absorption au niveau des reins, des glandes salivaires, du pancréas. L'épithélium cylindrique simple est composé de cellules dont la hauteur dépasse largement la largeur. Le noyau est allongé, en position variable selon les cellules. On le trouve au niveau des surfaces ayant un rôle d'absorption important, comme l'intestin grêle où se réalise l'absorption des nutriments, la vésicule biliaire où s'effectue la concentration de la bile, ou un rôle de sécrétion, comme au niveau de l'estomac. L'épithélium cylindrique simple cilié est formé d'une majorité de cellules cylindriques ciliées et de cellules cylindriques non ciliées à activité sécrétoire. On le trouve au niveau du tractus génital féminin et plus précisément des trompes de Fallope. Le mouvement des cils favorise la migration de l'ovule depuis l'ovaire jusqu'à la cavité utérine. L'épithélium cylindrique pseudo-stratifié cilié en coupe semble être constitué de plusieurs couches de cellules car les noyaux sont situés à des hauteurs variables, mais toutes les cellules reposent sur la lame basale. Certaines n'atteignent pas la surface. La majorité de ces cellules sont ciliées. On le trouve au niveau des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire cavité nasale, trachée et bronche, d'où son nom d'épithélium respiratoire. Les cils entraînent vers le pharynx une couche superficielle de mucus contenant des particules aériennes capturées, constituant ce que l'on appelle l'ascenseur ou le tapis mucociliaire. Les épithéliums stratifiés sont caractérisés par la présence de 2 ou plusieurs couches cellulaires. Ils assurent une fonction de protection. Ces épithéliums sont peu adaptés à cause de leur épaisseur aux fonctions d'absorption et de sécrétion, mais certains sont perméables à l'eau et à d'autres petites molécules. On les classe d'après la forme des cellules de la couche la plus superficielle, puisque les cellules de la couche basale sont généralement cubiques. L'épithélium cubique stratifié est constitué de 2 ou 3 couches de cellules cubiques ou cylindriques basses. Il revêt les canaux excréteurs des glandes exocrines, comme les glandes salivaires, le pancréas exocrine, les glandes sudoripares. Il n'a pas un grand rôle de sécrétion ou d'absorption. Il constitue un revêtement bien plus solide que ne le serait un épithélium simple. L'épithélium pavimenteux stratifié, appelé aussi épithélium malpighien, est constitué d'un nombre variable d'assises cellulaires dont la forme varie de la cellule basale cubique à la cellule superficielle pavimenteuse. Les cellules basales se divisent puis migrent vers la surface où elles finissent par dégénérer. Au cours de leur migration, elles subissent une maturation puis une dégénérescence, mais les cellules les plus superficielles, c'est important, restent nucléées. Ce type d'épithélium résiste bien à l'abrasion puisque la perte des cellules superficielles ne lèse pas le tissu sous-jacent. Il est par contre sensible à la dessiccation, c'est-à-dire au dessèchement. On va donc le trouver comme revêtement de la cavité buccale, du pharynx, de l'ésophage, du canal anal, du col utérin et du vagin.
Ces régions sont soumises à une abrasion mécanique tout en étant humidifiées par les sécrétions glandulaires locales. Il n'y a pas d'accumulation de kératine au niveau de cet épithélium. L'épithélium pavimenteux stratifié kératinisant est une forme particulière d'épithélium pavimenteux stratifié qui constitue la surface épithéliale de la peau ou épiderme. Cet épithélium est adapté au phénomène constant d'abrasion et de dessiccation. Il comporte de multiples couches de cellules qui, au cours de leur maturation, accumulent dans leur cytoplasme des protéines du cytosquelette qui s'agrègent. Cela entraîne la disparition du noyau et des organites intracellulaires et la formation d'une couche superficielle dure, dégénérative, de squames formés d'une substance protéique, la kératine, enveloppée de résidus de membrane plasmique. Le tout forme ce que l'on appelle la couche cornée. L'épithélium de type transitionnel est une forme spécialisée d'épithélium que l'on ne voit que au niveau des voies urinaires, c'est-à-dire bassinet, uretère, vessie et urètre. L'épithélium urinaire ou urothélium est un épithélium de transition polymorphe car sa forme et son épaisseur varient selon l'état de remplissage, on dit de réplétion, de la vessie. Ainsi, lorsque la vessie est vide, les noyaux peuvent se répartir jusque sur 8 niveaux en hauteur, contre 3 à 4 niveaux lorsque la vessie est pleine. Les cellules basales, responsables du renouvellement de l'épithélium, sont cubiques. Les cellules intermédiaires, appelées cellules en raquette, ont un pôle basal très étroit et un pôle apical élargi, comme une raquette de tennis. Les cellules superficielles sont appelées cellules parapluies, de l'anglais umbrella cells, car elles peuvent recouvrir, à la façon d'un parapluie, plusieurs cellules intermédiaires. Ces cellules sont de grande taille et peuvent parfois être binucléées, c'est-à-dire avoir 2 noyaux. Cette architecture est bien visible à l'état rétracté lorsque la vessie est vide. Nous allons à présent étudier les différentes spécialisations membranaires des cellules épithéliales. Ces spécialisations concernent la face apicale des cellules épithéliales par les microvillosités, les stéréocils, les plaques membranaires et les cils vibratiles. Les faces intercellulaires ou latérales par les jonctions serrées, les jonctions adhérentes et les jonctions communicantes. La face basale par les connexions avec la lame basale grâce aux hémidesmosomes et aux points de contact focaux. Nous allons commencer par étudier les spécialisations apicales. Nous allons commencer par étudier les microvillosités. En microscopie électronique, elles apparaissent comme des projections en doigts de gant de la membrane plasmique de 0,1 micromètre de diamètre et de 1 micromètre de long. On les trouve à la surface de la plupart des cellules épithéliales, mais elles sont particulièrement développées dans les épithéliums spécialisés dans l'absorption. On va ainsi les trouver par exemple au niveau des tubules rénaux ou de l'intestin grêle. Leur nombre est variable et peut aller jusqu'à 3000 par cellule dans l'intestin grêle. Le rôle des microvillosités est d'amplifier de façon considérable la surface d'échange, le transport transmembranaire et donc la capacité d'absorption. Elles peuvent ainsi augmenter la surface de contact jusqu'à 30 fois. En microscopie optique, elles n'apparaissent que sous la forme d'un plateau strié, comme au pôle apical des entérocytes, ou d'une bordure en brosse, comme au niveau des cellules du tube contourné proximal du rein, et on ne peut pas les individualiser. L'axe cytoplasmique est composé d'un faisceau de fins filaments d'actine, liés les uns aux autres
par des ponts protéiques formés de différentes protéines comme la viline, la fimbrine ou la fascine et ancrés sur une plaque terminale qui est une condensation du cytosquelette située sous la surface cellulaire. Les stéréocyles, quant à eux, sont de longues expansions grêles, visibles en microscopie optique, au niveau de certaines régions du tractus génital masculin, comme au pôle apical des cellules de l'épididyme, et au niveau des cellules ciliées de l'oreille interne. Les stéréocyles possèdent un squelette filamenteux fait d'actine, comme pour les microvillosités, et attention, ce cytosquelette n'est pas fait de tubuline, comme dans les cils. Les plaques membranaires sont des condensations cytoplasmiques superficielles, se trouvant au pôle apical des cellules de l'urothélium. Ce sont des épaississements de la membrane plasmique apicale des cellules superficielles et elles sont situées sur le versant cytoplasmique où elles sont associées à des invaginations et des vésicules. L'ensemble forme une zone plus colorable au niveau du pôle apical. Leur rôle consiste à protéger la cellule contre la toxicité de l'urine et à éviter la réabsorption de l'urine par les cellules épithéliales. Elles servent aussi de réserve de membrane lors du remplissage de la vessie de la réplétion vésicale. Les cils vibratiles sont des expansions de la membrane plasmique du pôle apical, mobiles, de longueur égale, qui se projettent en ligne parallèle. On les trouve au niveau de l'épithélium respiratoire et du tractus génital féminin. Il peut y avoir plusieurs centaines de cils par cellule. Les cils vibratiles sont d'un diamètre d'environ 0,2 micromètres et de 7 à 10 micromètres de long. Les cils vibratiles sont bien visibles en microscopie optique. Ce sont des évaginations de la membrane plasmique qui renferment une structure centrale complexe appelée axonème. L'axonème est constitué de 9 doublets périphériques de microtubules. Ils sont longitudinaux dans l'axe du cil et reliés entre eux par des ponts de nexine. Ils émettent des bras de dynéine en direction du doublet adjacent, un bras interne et un bras externe comme vous pouvez le voir sur le schéma. Au centre se trouvent 2 microtubules entiers entourés par une gaine centrale, elle-même reliée aux microtubules périphériques par des bras radiaires. Il existe d'autres protéines que nous ne décrirons pas ici qui structurent l'ensemble. L'axonème s'insère sur le corpuscule basal qui est situé sous la surface de la cellule. Le corpuscule basal est une structure microtubulaire identique à celle d'un centriole avec 9 triplets de microtubules périphériques. Chaque doublet de l'axonème se poursuit dans les 2 microtubules internes d'un triplet du corpuscule basal. Les microtubules centraux s'arrêtent. Les mouvements des cils sont des mouvements actifs, c'est-à-dire qu'ils consomment de l'énergie sous forme d'ATP fournie par les mitochondries. Les mouvements ciliaires résultent du déplacement des doublets, l'énergie requise étant fournie par la conversion, catalysée par la dynéine, de l'ATP en ADP. Les mouvements ciliaires sont synchrones pour une cellule et sous forme de vagues successives pour l'épithélium. Cela ressemble à ce que l'on voit sous l'effet du vent dans un champ de blé. Les conséquences de ces mouvements sont la mobilisation du mucus, dans lequel se trouvent bactéries et poussières vers le pharynx, ou la migration de l'ovule depuis l'ovaire jusqu'à la cavité utérine. Nous allons à présent décrire une pathologie qui touche ces cils vibratiles. Les dyskinésies ciliaires primitives constituent un groupe hétérogène de maladies génétiques
à transmission autosomique récessive qui touche une naissance sur 16 000. Diverses anomalies constitutionnelles structurales, comme l'absence de bras de dinéine, l'absence de bras radiaires ou l'absence de la paire de microtubules centraux les caractérisent. Les signes débutent dès la toute petite enfance, avec des infections récurrentes des voies aériennes, liées à une altération du transport mucociliaire dans le tractus respiratoire. Le dysfonctionnement des cils peut s'accompagner du même dysfonctionnement au niveau des flagelles des spermatozoïdes, dont la structure est analogue à celle des cils, et être alors responsable d'une stérilité chez l'homme. La place des anomalies de la fertilité chez les sujets de sexe féminin est encore mal connue. Nous allons à présent étudier les systèmes de jonction. Ces systèmes de jonction ne sont pas spécifiques des cellules épithéliales, mais ils sont particulièrement développés dans ces cellules jointives. En effet, ces systèmes augmentent la cohésion intercellulaire, mais ils confèrent aussi aux épithéliums une fonction de barrière à perméabilité sélective. Il existe différents types de jonctions à relier à des fonctions différentes. Les jonctions serrées, appelées aussi jonctions étanches, tight junctions, occluding junctions ou zonula occludens, forment un collier ou un anneau latéral autour de chaque cellule, juste en dessous de la surface apicale, fermant l'espace intercellulaire sur une distance de 0,1 à 0,3 micromètres, le rendant ainsi presque imperméable. Elles ne sont pas visibles en microscopie optique. Elles sont en rapport avec les filaments d'actine. La microscopie électronique montre que les feuillets externes des membranes plasmiques de deux cellules adjacentes sont étroitement associés. On observe un réseau de crêtes entrecroisées formant des lignes de soudure entre les membranes plasmiques des deux cellules adjacentes à la manière d'une fermeture éclair. Les protéines transmembranaires formant ces crêtes sont l'occludine et les claudines, qui se lient à des protéines intracytoplasmiques dites protéines de la plaque, c'est-à-dire les protéines ZO1, ZO2, ZO3 ou singuline, par exemple. Ces protéines de la plaque interagissent avec les filaments d'actine. L'anneau de jonction étanche qui entoure complètement les faces latérales des cellules épithéliales près de leur pôle apical a deux rôles majeurs. Premièrement, il constitue une barrière qui régule le flux des molécules à travers l'espace paracellulaire entre les cellules, car entre les sous-unités protéiques claudines, d'étroits pores peuvent permettre le passage des ions, mais pas des autres molécules. Deuxièmement, il sépare les deux domaines de la membrane plasmique, empêchant la libre diffusion des lipides et des protéines entre les domaines apical et basolatéral, permettant ainsi le maintien de la polarité cellulaire. Les jonctions d'ancrage ou jonctions adhérentes. Il existe plusieurs types de jonctions d'ancrage: la ceinture d'adhérence, les points de contact focaux, les desmosomes et les hémidesmosomes. Ces jonctions permettent à l'épithélium de résister au stress mécanique en lui apportant une cohésion, en reliant les cytosquelettes des cellules voisines. Les ceintures d'adhérence et les points de contact focaux sont en relation avec le cytosquelette d'actine, alors que les desmosomes et les hémidesmosomes sont en relation avec les filaments intermédiaires, filaments de kératine, dans les épithéliums. Les ceintures d'adhérence ou zonula adherens. Ces jonctions intercellulaires forment une ceinture continue située sous les jonctions serrées, au niveau des faces latérales des cellules. Elles assurent la cohésion des cellules les unes par rapport aux autres, constituant des points d'ancrage
pour les éléments du cytosquelette d'actine, de manière à rassembler les cytosquelettes de cellules individuelles en un robuste réseau transcellulaire. Visibles uniquement en microscopie électronique, elles apparaissent formées de 3 parties. Des protéines transmembranaires, reliées entre elles au niveau de l'espace intercellulaire, des plaques denses cytoplasmiques juxtamembranaires, formant des bandes continues, et des microfilaments d'actine ancrés sur la plaque cytoplasmique. Sur le plan biochimique, dans les épithéliums, la protéine transmembranaire est la E-cadérine, E pour épithélium. Elle se fixe sur une autre E-cadérine provenant de la cellule adjacente. Cette adhérence est calcium dépendante. Les protéines intracytoplasmiques, c'est-à-dire les protéines formant les plaques denses, sont les alpha, bêta et gamma-caténines. Elles se lient d'une part au domaine cytoplasmique des cadérines et d'autre part, par l'intermédiaire de nombreuses autres protéines, aux filaments d'actine. Si les liaisons moléculaires nécessitent la présence de calcium, à contrario, la phosphorylation de certaines protéines, et en particulier de la bêta-caténine, empêche la liaison et provoque le désassemblage du complexe moléculaire, entraînant une perte d'adhérence cellule à cellule. Cette anomalie est présente dans les carcinomes. Les points de contact focaux sont situés au niveau de la membrane plasmique de la face basale des cellules épithéliales et servent à l'ancrage des cellules sur le tissu conjonctif sous-jacent. Ils sont en relation avec le cytosquelette d'actine. L'aspect morphologique de ces jonctions est celui d'une plaque dense cytoplasmique associée à un réseau fibrillaire. Les points de contact focaux. La plaque est constituée de protéines transmembranaires de la famille des intégrines. Les desmosomes ou macula adherens. Ce sont des jonctions intercellulaires ponctuelles situées sur les faces latérales des cellules épithéliales, mais aussi cardiaques. Elles sont visibles uniquement en microscopie électronique. Elles permettent la formation d'un réseau reliant les filaments intermédiaires d'une cellule à celui des cellules adjacentes, comme vous pouvez le voir sur la photo. Dans les cellules épithéliales, elles relient les filaments intermédiaires de kératine et dans les cellules cardiaques, les filaments de desmine. Ce sont des disques ou plaques d'adhérence formant comme des boutons pression arrimés à la face cytoplasmique de 2 cellules adossées et reliées par des ponts protéiques transmembranaires. Sur le plan biochimique, ces protéines transmembranaires appartiennent à la famille des cadérines desmosomales. Ce sont les desmogléines et les desmocolines. Les protéines des disques ou plaques permettent le lien entre les cadérines desmosomales et les filaments intermédiaires. Et ce sont en particulier la placoglobine ou gamma-caténine et les desmoplaquines. Les desmosomes participent à la charpente cellulaire, au maintien de la forme des cellules. Ils confèrent résistance et rigidité à l'épithélium entier. Les hémidesmosomes sont situés sur la face basale des cellules épithéliales et sont en relation avec les filaments intermédiaires. Ils constituent des points de contact avec la lame basale et la matrice extracellulaire du tissu conjonctif sous-jacent. Ils accentuent la rigidité globale des tissus épithéliaux car ils forment des ponts entre les filaments intermédiaires du cytosquelette, kératine dans les épithéliums, et les constituants de la lame basale et de la matrice extracellulaire. Attention, malgré leur nom, leur structure n'est pas celle de simples demi-desmosomes.
Visibles uniquement en microscopie électronique, ils sont formés d'une plaque cytoplasmique soudée à la surface cytoplasmique de la membrane plasmique. La structure moléculaire des hémidesmosomes est complexe et variable selon le type d'épithélium. Nous ne la décrirons donc pas dans le détail. Les protéines de la plaque cytoplasmique relient les filaments intermédiaires de kératine aux protéines transmembranaires, comme les intégrines, qui vont elles-mêmes se lier à leurs ligands, les protéines de la lame basale et de la matrice extracellulaire. Les jonctions communicantes, appelées aussi gap junctions, nexus ou jonction d'échange, elles constituent une zone spécialisée des membranes cellulaires opposées qui permettent le passage d'ions et de petites molécules d'une cellule à l'autre. Elles se situent sur les faces latérales des cellules. Elles sont particulièrement nombreuses dans les cellules cardiaques et les cellules musculaires lisses. Elles sont peu abondantes dans les épithéliums matures, mais très nombreuses dans les épithéliums pendant la vie fœtale. Elles ne sont pas visibles en microscopie optique. Les jonctions communicantes. En microscopie électronique, elles apparaissent comme des plaques au niveau desquelles les membranes plasmiques de deux cellules adjacentes sont accolées, tout en gardant un petit interstice de 2 à 4 nanomètres entre elles. Une jonction communicante est formée de nombreux pores ou canaux constitués d'une structure tubulaire appelée connexon. Le connexon est un demi-canal constitué de 6 protéines appelées connexines. Le canal a un diamètre de 1,5 à 2 nanomètres. 2 connexons se juxtaposent pour former un canal complet et permettre la communication d'une cellule à l'autre. Ces jonctions permettent le passage d'ions et de petites molécules d'un diamètre inférieur à 2 nanomètres, mais pas celui de molécules plus grosses et d'ions chargés négativement. Elles représentent des sites d'échange de métabolites, de nutriments, de facteurs de croissance et de différenciation, etc. Elles permettent aussi le transport de signaux électriques dans les cellules musculaires. En microscopie électronique, les connexons s'ouvrent ou se ferment en fonction de la concentration de calcium intracellulaire, du pH ou de signaux extracellulaires. L'élévation de la concentration de calcium intracellulaire, signe de mort cellulaire ou apoptose, aboutit à la fermeture des connexons. Ce mécanisme pourrait ainsi permettre d'isoler les cellules apoptotiques et d'empêcher la libération de leurs constituants potentiellement toxiques vers les cellules adjacentes viables.